Bon, ben top, je vous remercie. Alors, on va pouvoir commencer tout doucement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer d'une façon très originale. Donc déjà, pour rappel, on est là pour parler de lobbying citoyen et pour vivre en direct une petite initiation par notre ami Aurélien qui est là aujourd'hui. Et on va commencer d'une manière très spéciale, puisque je vais d'abord vous montrer une petite vidéo en exclusivité que je vais vous partager sur mon écran. Vous allez voir, c'est encore, on tape sur le high-tech là. Une petite vidéo d'introduction. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais. Alors, je vais mettre en plein écran. Si les settings sont bien rodés, vous devriez même entendre le son de mon ordi. Donc, n'hésitez pas à me dire quand je lance la vidéo, si vous entendez rien du tout, faites-moi un signe. On s'est déjà tous demandé si une pétition pouvait changer les choses. C'est absolument symptomatique que nous sommes dans une crise démocratique lourde, grave. Je sais pas, aujourd'hui, quand on est citoyen, quels moyens on a, en gros, pour pouvoir parler? C'est tellement dur d'obtenir autant de signatures individuelles de personnes qui vont lire, être convaincues, cliquer, mettre leur nom, remplir le formulaire, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Dans cette aventure, il a bien été question de lobbying citoyen. Et c'est grâce aux 70 000 signataires de la pétition que nous pouvons nous inscrire dans cette loi. J'en reçois beaucoup de vos mails. Voilà. J'en reçois beaucoup. J'espère qu'il est solide, le ministre, hein, il a des bons bras, parce que... Il y en a des signatures, là. Personne ne peut faire pression sur moi pour me dire « vous devez faire ci, vous devez faire ça ». Donc ça, c'est nous. Les citoyens prennent confiance en leur propre pouvoir de faire changer les choses. Ce qu'on vous propose, c'est de participer et d'être avec nous, les rédacteurs justement de cette loi. Dans 2 heures, on est fixé. Il y a une autre association qui s'appelle Communidé et qui m'ont apporté une pétition signée par 69 754 personnes demandant à ce qu'il y ait la liberté de semer. Qui est pour ? Alors, voilà cette petite vidéo d'intro pour nous mettre dans l'ambiance. J'espère que ça a marché. Alors... Ça a marché. Très bien. Si jamais c'était un petit peu saccadé au niveau du son ou des images, vous inquiétez pas, on vous enverra le lien à la fois de ce trailer et à la fois le lien pour aller regarder ce documentaire qui est génial et que vous pouvez retrouver gratuitement en ligne sur Imago TV. Mais Aurélien nous en dira plus un peu plus tard. Du coup, sans transition, on va pouvoir commencer avec Aurélien. Donc, bienvenue Aurélien, merci d'être avec nous. Aurélien qui va nous parler de lobbying citoyen aujourd'hui. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire un peu qui tu es, ton parcours, tes engagements et comment tu as atterri ici ce soir? Alors là, on ne t'entend pas. Attends, je vais... Il a coupé son micro. Oui, pardon, excusez-moi, j'avais ouais, coupé. Vas-y. Voilà, j'ai pas une connexion ultra stable, donc si jamais ça coupe, vous inquiétez pas, je reviens le plus rapidement possible et puis Philippe, il prendra le relais en attendant. Alors, qui je suis? Je m'appelle Aurélien Vernet. Mon parcours, je suis juriste, donc j'ai fait des études de droit. Et j'ai travaillé 6 ans au Sénat comme collaborateur pour des sénateurs et des sénatrices écologistes. Ce qui m'a conduit ensuite à la CLIC et du coup à animer aujourd'hui le collectif des citoyennes, citoyens lobbyistes d'intérêt commun. Par ailleurs, je suis médiateur scientifique en astronomie. Alors, vous pourriez vous dire, ça n'a rien à voir. Et en fait, il y a quand même un petit lien. Donc, j'ai fait une conférence gesticulée pour ceux qui connaissent un peu ce format, qui fait le parallèle entre l'astronomie et les mécanismes politiques. Voilà, donc
j'allie deux passions, en fait, la politique et l'astronomie. Et puis, en fait, c'est important quand même cette histoire de médiation scientifique parce que je me suis rendu compte qu'il y avait besoin aussi de médiation politique. C'est-à-dire que on pense tous plus ou moins savoir comment fonctionnent nos institutions, notre pays, etc. Et en fait, je me suis rendu compte en travaillant au Sénat, moi j'avais fait du droit, mais en fait la connaissance de nos institutions parmi l'ensemble de nos concitoyens est malheureusement relativement faible. On va voter, mais souvent on vote pour des gens, on ne sait pas exactement quelles compétences ils ont et qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Voilà, et donc suite à ce parcours au Sénat où j'ai eu la chance en fait de jamais avoir à écrire une seule ligne qui soit contre mes convictions en 6 ans de travail, donc j'étais plutôt bien aligné avec mes chefs écologistes au Sénat. Et d'ailleurs, il y en a un qui est toujours élu, qui s'appelle Joël Labbé, qui est sénateur écologiste du Morbihan, qui est notamment le sénateur qui est à l'origine de la loi qui a permis d'interdire les pesticides dans toutes les communes de France et d'interdire la vente de pesticides aux particuliers, et qui est aussi la première loi de démocratie participative, donc qui avait été coécrite avec des citoyens, avec l'association Parlement et Citoyens. Donc, voilà. Pour vous dire, j'étais assez bien aligné en fait avec mes chefs au Sénat. Et donc, je suis parti au bout de 6 ans parce que j'en avais fait le tour et que j'avais envie de faire autre chose, et pas du tout parce que j'étais fâché. Et à ce moment-là, donc Jonathan Attias, qui est un des 2 co-réalisateurs de Déclic de conscience que vous avez vu, est venu me chercher en me disant en fait, tu sais gérer des sites internet, tu connais bien le fonctionnement, viens, on va faire du lobbying citoyen, on va essayer de promouvoir cette idée-là. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé en mars 2018. Et voilà, je crois que dans la suite des questions de Philippe, on va pouvoir détailler un peu plus tout ça. Top, je te remercie. Donc, du coup, on est bien là pour parler de lobbying citoyen, comme tu viens de le dire, à moins que certains ou certaines se soient trompés de lien vidéo. Mais normalement, on est tous là pour ça. Et donc, on a tous la même question qui nous brûle les lèvres. Qu'est-ce que c'est que le lobbying citoyen? Et mon intuition me dit que tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu à ce sujet. Oui. Alors, déjà, c'est quoi le lobbying? C'est la première chose. Alors, en français, c'est assez mal connoté, le lobbying. On assimile souvent ça quasiment à de la corruption, hein, alors qu'il y a quand même quelques nuances. Si jamais, dans ma conférence gesticulée, j'essaie de faire les nuances entre les différents types de corruption et j'essaie d'expliquer ce qu'est le lobbying. Là, en très très bref, en fait, le lobbying, c'est l'art d'influencer. Et d'influencer ceux qui ont du pouvoir. C'est mieux. Et donc, d'influencer dans quel sens? Ça dépend, en fait. Donc, les associations, les ONG en France, elles n'aiment pas dire qu'elles font du lobbying parce que c'est mal connoté, donc elles disent qu'elles font du plaidoyer. Et donc, quand on parle d'intérêt général en France, souvent on utilise le mot plaidoyer, et quand on parle d'intérêt privé, souvent on utilise le mot lobbying. Nous, on a volontairement fait le choix de dire qu'on faisait du lobbying citoyen, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas représenter l'ensemble de la population, ce n'est pas notre objectif. Par contre, on prétend quand même défendre l'intérêt général. Voilà. Et donc, le lobbying, c'est l'art d'influencer. Ça, on pourrait détailler longtemps, mais c'est des choses très simples. Hein. C'est envoyer des mails, passer des coups de fil, prendre des renseignements, donner des renseignements. Et après, pour les lobbyistes privés qui ont beaucoup de moyens, il y a des invitations à des restos, l'organisation de séminaires, l'organisation de voyages et tout ça. Bon, nous, je vous rassure, on n'a pas les moyens. Hein. On n'a pas de pognon, mais on est des millions. C'est un peu ça notre devise. Et donc ça, c'est le lobbying. C'est tenter d'influencer, mais la plupart du temps, c'est essentiellement de l'échange d'informations. Et puis, citoyen, donc qu'est-ce qui fait qu'on arrive à défendre l'intérêt général? Qu'est-ce que c'est que cet adjectif citoyen derrière le lobbying? C'est le fait qu'au lieu de demander un mandat ou de l'argent à des citoyens pour faire du lobbying à leur place, en fait, ce que font souvent les ONG, ce qui est très bien, en fait, il y a des ONG qui font du super boulot en France, on a un très bon tissu associatif, environnemental, social, etc. Donc, moi, j'ai bossé du coup avec ces ONG-là quand je travaillais au Sénat. Hein. C'était nos lobbies écolos, c'était Greenpeace, France Nature Environnement, les Amis de la Terre et d'autres. Hein. Quelques lobbies privés, par exemple le syndicat des énergies renouvelables, c'est un lobby privé, mais qui va dans le sens de l'intérêt général. Enfin, voilà. Donc, pour nous, le lobbying n'est pas forcément quelque chose de sale. Et par contre, ce qu'on voulait, c'était que les citoyens puissent se l'approprier directement.
Et donc, nous, notre objectif, c'est de donner tous les outils, les clés de compréhension, les méthodes et de les diffuser gratuitement pour tout le monde, afin que chacune et chacun puisse se saisir de ces outils et les mettre en application pour défendre des causes d'intérêt général. Et donc, c'est là où j'en viens, si je peux prendre la main sur l'écran, juste vous montrer rapidement. Alors, je ne sais plus où est l'option. Philippe, peut-être tu peux m'aider. Ouais, en bas de ton écran, tu devrais avoir une barre de menu où tu auras partagé l'écran au milieu, qui est un gros carré vert. Share. Ouais, le gros carré vert. Et je mets desktop, c'est ça. Hein. C'est ça. Share. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon, ouais. Voilà, donc le premier travail qu'on a fait finalement, c'est d'essayer de déterminer ce qu'est l'intérêt général. Et c'est pas évident parce qu'il y a des générations de philosophes qui se sont cassés le nez sur la notion d'intérêt général et de juristes aussi. Donc l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts privés, ce serait trop facile. Et donc il a fallu trouver une définition. Alors nous, on a choisi de dire que l'intérêt général, c'est la recherche d'un chemin politique, économique, social et environnemental qui permet d'améliorer le bien-être de toutes les populations d'êtres vivants et en préservant les conditions de vie de ce bien-être et les ressources pour les générations futures. Donc c'est un peu long, mais ça fait bien le tour de la notion que nous, on défend. Et puis, ça ne suffisait pas parce que bon, c'est un peu vague quand même comme notion. Donc on a tourné autour de la définition, on a réfléchi avec une dizaine de bénévoles pendant 3-4 mois. Et donc, on a complété cette première notion d'intérêt général avec la notion de démocratie, la notion d'égalité et d'équité, résistance et résilience, liberté, bienveillance, solidarité, autonomie, éducation populaire, fédéralisme, justice et pédagogie. Donc, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup d'éléments, mais tout ça, pour nous, participe de l'intérêt général. Et donc, quand on nous propose de défendre une cause, une idée, et d'établir une campagne de lobbying, eh bien, on vérifie que c'est bien compatible avec ces 10 valeurs, c'est 9 ou 10 valeurs, 9 valeurs, qui nous tiennent à cœur et qui sont non négociables pour nous. Et puis, on adhère également au principe de démocratie ouverte, qui sont la transparence, la participation et la coopération. Et donc, l'idée pour nous, c'était de ne pas être les leaders du lobbying citoyen en France ou dans le monde, on s'en fout complètement. Notre idée, c'était de faire écosystème et donc de se mettre au service des dynamiques qui existent déjà et qui ont besoin d'un coup de pouce parce qu'elles ne savent pas comment influencer au mieux la fabrique de la loi, par exemple. Et alors, quand tu dis « nous », et tout à l'heure, on parlait de clic dans la vidéo, je pense que j'ai fait assez de jeux de mots dans la description de cet événement avec le mot « clic ». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la clique, justement? Alors, la clique, c'est un collectif de citoyennes et citoyens. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas constitué directement en association, ce qui évite un certain nombre de contraintes administratives, notamment. Et donc, c'est des citoyennes et des citoyens qui ont cette envie en fait, de développer la culture démocratique et la culture de la participation citoyenne en France et qui ont envie de développer une campagne sur un sujet donné. Et donc, on leur permet notamment à travers notre site internet d'obtenir les outils dont ils et elles ont besoin et on les aide, on les accompagne, on les forme pour mettre en œuvre ces campagnes-là. Donc voilà ce que c'est la clique. Donc c'est des bénévoles qui vont et qui viennent, certains qui sont là depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, et puis d'autres qui passent 1 mois, 2 mois, 3 mois comme bénévoles le temps d'une campagne. En fait, puis une fois que leur campagne est réalisée, aboutie, ils s'en vont, ils ont d'autres choses à réaliser. Super, ok, merci. Et alors, il me semble, j'en suis sûr, mais que tu fais partie aussi d'une association qui s'appelle La Bascule. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes dans cette vidéo qui en font partie. Est-ce que tu peux nous toucher 2 mots de cette association La Bascule? Oui, La Bascule, donc c'est une association qui s'est montée il y a un peu plus d'1 an avec le constat qu'on est en train de dépasser le point de non-retour en termes climatiques notamment et qu'on ne pouvait pas laisser faire ça sans réagir. Et donc, l'initiateur de cette dynamique, c'est Maxime de Rostolan, qui est aussi l'initiateur de Ferme d'Avenir, que certains ou certaines connaissent certainement.
Et donc, rapidement, se sont fédérés à Pontivy, en Centre-Bretagne, une centaine de personnes qui ont vécu et travaillé pour se mettre en soutien de toutes les transitions, donc démocratiques, écologiques et sociales, donc de toutes les transitions, des dynamiques de transition déjà existantes en France. Et donc, on occupait à l'époque une ancienne clinique abandonnée dans le centre de Pontivy, voilà, qu'on a quitté depuis, et on a plusieurs lieux qui sont en train de s'ouvrir dans différents endroits en France. Et donc, cette association est en train de ce qu'on appelle s'archipéliser, c'est-à-dire qu'on prend acte qu'en fait, il y a, à partir du noyau initial, différentes dynamiques qui sont en train de naître, et qu'il y a une volonté de coopération, évidemment, entre toutes ces dynamiques qui sont nées d'un même noyau, et puis que, eh bien, on va poursuivre cette aventure avec différents centres un peu partout en France. Et différents programmes d'action. Donc, nos programmes d'action principaux à l'heure actuelle, c'est le lobbying citoyen, le soutien aux mobilisations, ce qu'on appelle coopération et événements, donc, qui est l'idée de relier toutes les dynamiques existantes sur les trois axes que j'ai donnés, donc démocratie, écologie et sociale. Et il y en a un dernier. Peut-être qu'un des Mathieu peut m'aider, je m'oublie toujours là. Ouais, écologique, démocratique, social, et c'est tout en fait. C'est les 3 gros piliers. Le service de la transition. Ah oui, service de la transition, donc c'est effectivement, c'est un peu ce qui englobe tout ça, c'est avoir des lieux et des méthodes pour que des personnes puissent se consacrer pendant 3 mois, 6 mois, 1 an à ces dynamiques de transition sans que ça leur coûte de l'argent en fait. C'est-à-dire c'est des gens qui peuvent être au chômage ou en reconversion professionnelle ou autre et qui ont envie de faire une parenthèse dans leur vie pour se mettre au service des transitions. Et donc nous, on leur offre le moyen d'être nourris, logés et de se former à la gouvernance partagée, par exemple. Pour pouvoir accomplir ce qu'on appelle ce service de la transition, qui changera de nom d'ailleurs, donc rien n'est définitif sur les appellations. Super, on va suivre ça de très près. D'ailleurs, on vous partagera le site de la bascule et il y a une petite vidéo très très bien faite de 8 minutes qui présente très très bien ce que c'est que la bascule. On vous fera tourner ça aussi. Et alors, on va revenir un peu au sujet de lobbying citoyen puisque Aurel, tu nous as fait le plaisir de t'habiller pour l'occasion avec les grosses lunettes et le chapeau. Est-ce que tu as des exemples de campagnes de lobbying citoyen qui ont bien fonctionné pour qu'on voit, parce que du coup, on en a parlé un petit peu en théorie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu par des exemples, concrètement, à quoi ça a ressemblé? Ouais, alors, on est toujours en partage d'écran, là. Ouais. Ça fonctionne. Ok, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, en fait, dans le volet Agir, là, que vous voyez ici, donc, il y a toutes les campagnes qui ont eu lieu. Alors, c'est mal rangé, il y a un petit boulot à faire pour les ranger dans l'ordre. Par exemple, dans Action locale, vous avez tout ce qu'on emmène au niveau local, et par contre, les suivantes, elles sont un peu en vrac. Mais si on va voir Action pour des États généraux de la démocratie, là, on a, en fait, en une seule campagne, on en a 10. Elles sont toujours en cours, parce que la réforme constitutionnelle voulue par notre cher président quand il a été élu n'a pas eu lieu, n'aura certainement pas lieu. Mais du coup, nous a permis en fait de nous fédérer avec 10 organisations de manière à promouvoir différents axes autour de la réforme constitutionnelle et notamment comment réintroduire le pouvoir des citoyens dans la Constitution de la Ve République, qui donne surtout beaucoup de pouvoir au président et pas beaucoup aux citoyens. Et donc, dans beaucoup de campagnes, vous verrez, en fait, on commence par une pétition parce que c'est un peu la facilité, la pétition, en fait. Ça permet rapidement d'agréger des milliers de personnes et de pouvoir ensuite leur envoyer des infos pour faire des choses en plus. Donc, par exemple, révision de la Constitution pour des États généraux, là, on a 11 000 signatures, 11 369 signatures. On a des pétitions pour le droit d'amendement citoyen, par exemple, qui est la première ici. On est à plus de 50 000, il me semble. Voilà, donc la pétition, en fait, une fois que les gens ont signé, ils n'ont pas fait grand-chose. Et généralement, si on s'arrête là, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, une fois qu'ils ont signé, on peut être en contact avec eux et leur envoyer des mises à jour sur la pétition. Ce qui permet de les inciter ensuite
à écrire à leurs parlementaires, par exemple, à leur téléphoner, à les relancer sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, ce qui permet de mettre un peu plus la pression sur un sujet. Donc, une pétition. Et puis ensuite, si on va sur le droit d'amendement citoyen, par exemple, pour rester dans les propositions de la clique, donc souvent, on trouve une petite vidéo pour expliquer le concept de ce qu'on propose. Donc, vous pourrez aller les regarder. Et puis ensuite, on a un petit formulaire qui permet assez simplement d'écrire à ces députés. Là, pour le coup, c'est les députés. Et donc, on met en place un formulaire. Et ensuite, les gens peuvent écrire en expliquant pourquoi ils soutiennent cette proposition. Et en plus de leur mail, donc nous, on ne contrôle pas ce que les gens écrivent. Hein. Ce n'est pas un mail automatique. Vous choisissez l'objet de votre mail, vous choisissez à qui vous l'envoyez. Et puis, vous choisissez le contenu. Nous, on n'a pas de contrôle là-dessus. Efficace d'ailleurs. Que les mails automatiques attachés à des pétitions, par exemple, en fait, ça passe en spam. Ils en reçoivent 300 qui sont identiques et c'est immédiatement, enfin, ils n'ont même pas besoin de poser l'œil dessus, ça va en spam. Alors que là, comme ils sont personnalisés, ça ne passe pas en spam et donc souvent, on a des réponses. Et puis donc, ajouté à ce mail, on a rédigé juridiquement la proposition en question de manière à ce que pour eux, ce soit le plus facile possible de le proposer sous forme d'amendement dans la loi. Ils n'ont pas besoin de le traduire juridiquement, on l'a déjà fait à leur place. Donc ça, c'est une pratique courante en lobbying, hein, y compris pour les associations environnementales. Donc, elles s'adjoignent les services de juristes compétents de manière à ce que leurs propositions soient traduites juridiquement et que ce soit plus rapide et plus facile pour les parlementaires de le défendre et de le déposer. Et puis à la fin, évidemment, il faut cocher la petite case disant que vous êtes d'accord pour qu'on vous envoie notre newsletter. Et après, on envoie. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement classique sur la clique. Alors, il évolue un petit peu. Vous verrez tout à l'heure, on va lancer avec vous en exclusivité internationale ce soir une nouvelle campagne. Exactement. Qu'on a préparé depuis quelques jours. 5 ou 6 bénévoles qui ont beaucoup travaillé. Donc, alors, ne spoil pas trop encore. Hein, laisse le suspense un peu se... Voilà, vous verrez, il y a des petites évolutions. Mais globalement, c'est un peu comme ça que fonctionne une campagne. Alors, de temps en temps, on rajoute les réseaux sociaux. De temps en temps, on rajoute les numéros de téléphone des députés. Ça dépend de ce qu'on demande et de l'urgence de la question. Et puis, on fait un truc assez rigolo. Si jamais vous voulez en organiser, c'est vraiment des moments sympas. Donc, dans Découvrir nos outils et méthodes, vous avez ce qu'on appelle le grand jeu démocratique. Et dans un grand jeu démocratique, en fait, c'est la même chose que ce que vous avez vu mais le faire tous ensemble en même temps dans une même salle. Donc, on réunit une trentaine ou une quarantaine de personnes et puis pendant 2 ou 3 heures, on appelle les députés ou les sénateurs, ensuite on leur écrit des mails, ensuite on les relance sur les réseaux sociaux et puis il y a une dernière table qui prépare des nouvelles propositions. Et on peut s'amuser à passer d'une table à l'autre, ce qui permet de varier les plaisirs et de faire un petit peu tout, à savoir en passer un coup de fil, aller sur les réseaux sociaux, envoyer un mail et imaginer des nouvelles propositions. Donc, alors, est-ce que le port du chapeau et des lunettes de soleil sont obligatoires pour ces ateliers ou c'est en option? Non, seulement quand c'est toi qui organises. Ok, très bien. Voilà pour ça. Bon, après, il y a d'autres formats d'intervention qu'on fait. Il y en a un qu'on aime particulièrement, qui sont les ateliers de démocratie, les ateliers législatifs, où en 3 heures de temps, avec un groupe de personnes, alors soit des adultes, mais ça marche aussi avec des lycéens, avec des collégiens, et même avec des enfants en école primaire, eh bien, on est capable d'écrire une proposition de loi sur un sujet donné. Et cette proposition, ensuite, on la traduit sous forme juridique et on l'envoie aux parlementaires du lieu où on a fait l'atelier et on les incite à venir discuter avec les personnes qui ont écrit la proposition de loi pour éventuellement que vienne un jour une loi. C'est un format de participation qui est assez agréable et assez rapide, assez efficace. Et puis, on en a d'autres. Après, je ne vais peut-être pas tout vous passer en revue. Je vois que l'heure avance.
T'inquiète pas. Ce que je te conseillerais de faire tout à l'heure quand on va faire la mise en pratique, c'est peut-être de fermer quelques onglets, parce que je vois que tu en as un bon paquet, et je me demande si ça joue pas sur la bande passante, justement. Euh, Malheureusement, je crois que c'est pas ça, mais c'est que mon Internet n'est pas rapide. C'est Plouret qui est insauvable. Du coup, avant d'ouvrir les questions au public, je me demandais aussi, est-ce que la clique, du coup, c'est une communauté, j'imagine? Et est-ce que c'est une communauté grandissante? Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à rallier de plus en plus de gens qui veulent se mobiliser avec vous, qui veulent soit lancer leur campagne, soit juste venir en soutien à vos campagnes? Comment ça se passe pour la clique en ce moment? Il y a plusieurs manières de rejoindre nos campagnes. Donc, on a une page Facebook où il y a 3 ou 4 000 personnes qui nous suivent. On a lancé des groupes Facebook qui permettent aux gens d'échanger plus directement que sur une page et donc d'imaginer des nouvelles campagnes, de discuter entre eux, de partager de l'info. On a une newsletter où il y a 5 ou 6 000 inscrits. Et puis ensuite, on utilise alternativement, selon les campagnes, des outils classiques qui peuvent être Discord, Zoom maintenant. Et puis souvent, malheureusement, des Google Docs, mais on n'a pas encore trouvé beaucoup mieux, pour écrire ensemble collaborativement les futures campagnes. Et puis le site internet aussi qu'on est de plus en plus à pouvoir administrer et manager, améliorer. Super, ok. Alors, je vais t'inviter pour quelques minutes à arrêter le partage de l'écran, comme ça on te verra en grand de nouveau. Et on pourra apprécier ce couvre-chef. C'est peut-être tout en haut, il devrait y avoir une affiche rouge avec marqué arrêter ou stop. Exactement. Top. Et donc, du coup, là, on va pouvoir ouvrir les questions au public. Donc, je vous invite à poser quelques questions sur le chat. J'irai voir aussi sur le Facebook Live s'il y a quelques questions. Il y a Antoine qui nous partage le fait que Framasoft permet d'écrire des docs en collaboration. Je pense que tu connais déjà ça, Aurélien. Oui, malheureusement, en termes de mise en forme et de praticité, notamment des commentaires, etc., c'est assez compliqué c'est moins ergonomique que Google Doc. Mais oui, évidemment, c'est très bien parce que pour tous les outils de Framasoft, on les utilise autant que faire se peut. Alors, il y a une question de Christine qui est: quelle différence entre intérêt général et intérêt commun? Alors, la notion de commun, c'est intéressant parce que quand on fait des formations, c'est vraiment le genre de concept hyper intéressant. L'intérêt général, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est une notion qui est compliquée à aborder, donc on a choisi de tourner autour avec nos 9 axes de charte des valeurs. Et l'intérêt commun, donc la notion de commun, le commun, c'est un peu particulier. C'est pas forcément public, ça peut être privé entre un certain nombre de personnes. Et donc, c'est comment on autogère un bien commun. Alors, il y a des biens communs globaux, que peuvent être par exemple l'air, les océans, qui apportent des services écosystémiques globaux, qu'on a intérêt à prendre soin de tous ensemble. Et puis, il y a des communs plus réduits, restreints. Donc, par exemple, une forêt communale, elle est gérée souvent par ses habitants. Il y a des droits anciens qui perdurent dans certains points, qu'on appelle les droits d'affouage, où on va tirer au sort une parcelle chaque année pour entretenir la parcelle, pouvoir récupérer le bois mort, éventuellement couper du bois, etc. Donc ça, c'est une gestion de commun aussi. Les pâturages, notamment pour les bêtes en montagne, c'est des communs. On a beaucoup de lacs, de cours d'eau, tout un tas de choses comme ça. Donc c'était faire mention de cette notion de commun qui nous plaît et qui est un patrimoine commun partagé. Tout le monde en prend soin en fait. Ok, merci. Et alors il y a une question d'Emeric qui dit: sentez-vous que vous atteignez un grand nombre de citoyens et est-ce que c'est toujours les mêmes cercles de citoyens? Alors non, on n'atteint pas un grand nombre de citoyens, mais en fait, il n'y a pas forcément besoin. C'est aussi pour ça qu'on a choisi vraiment d'utiliser le terme de lobbying. On n'estime pas qu'on est représentatif et on ne le cherche pas en fait. Les lobbies privés, ils ne cherchent pas à être représentatifs, ils ne cherchent pas à défendre l'intérêt général non plus. Nous, on cherche à défendre l'intérêt général, mais on ne cherche pas à être représentatif. Et nous, il nous suffit en fait,
pour obtenir, en gros, pour arriver à influencer, il nous suffit de quelques dizaines de personnes, quelques centaines, ça dépend des opérations qu'on fait, qui vont se mobiliser pendant une semaine, 2 semaines, mais peut-être seulement 5-10 minutes par jour, pour aller téléphoner à un certain nombre de députés ou de sénateurs ou des conseillers ministériels pour leur parler d'un sujet. Et en fait, voilà, avec 10 personnes qui consacrent 10 minutes par jour, eh bien, on est capable en fait déjà de faire évoluer un sujet dans une assemblée parlementaire ou dans des cabinets ministériels. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être très, très nombreux. Par contre, c'est un peu plus compliqué et les personnes se sentent moins légitimes que de signer une pétition. C'est hyper facile de signer une pétition. Par contre, décrocher son téléphone pour appeler un parlementaire, là, c'est un peu plus dur. Et c'est pour ça que c'est plus facile de le faire quand on est nombreuses et nombreux dans un événement type grand jeu démocratique. Et c'est aussi pour ça qu'on organise des formations, en fait, pour que, voilà, sur une journée, ça permet aux gens qui viennent se former d'évoluer et de se sentir plus légitime, plus outillé, plus armé pour être capable ensuite de décrocher son téléphone sur une campagne ou de créer une campagne. Ok. Et alors, il y a une question sur le Facebook Live. Réflexion ouverte de Lucie Petit-Prez. Je viens de finir le bouquin d'Isabelle Attard, qui est plutôt défaitiste par rapport au pouvoir des députés. Aussi, les mobilisations citoyennes sont longues parfois. Est-ce qu'on a encore le temps pour le lobby citoyen et que pensez-vous des expériences d'Isabelle Attard? Et ce sera la dernière question qu'on prend puisque l'heure avance et qu'on va passer à la mise en pratique après celle-là. Moi, j'aime beaucoup Isabelle Attard et puis je l'avais croisée quand elle était députée, du coup, écolo. Et j'adore le fait qu'elle se revendique anarchiste. Parce que, moi-même, je me revendique plutôt anarchiste. Si vous voyez Macron, vous saurez quelle est la définition de l'anarchisme. Oui, peut-être que le temps presse, effectivement, mais voilà, chacun essaye de faire au mieux avec les outils qu'il ou elle a. Et voilà, nous, on essaie de diffuser des outils qu'on estime efficaces. Ça ne veut pas dire qu'on est candide ou idiot et qu'on pense que le pouvoir peut changer et résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas le cas. Mais on pense que ce combat-là vaut le coup d'être mené et que ça vaut le coup que les citoyens mettent les mains dans la démocratie pour s'en rendre compte. Maintenant, voilà, c'est heureusement et évidemment pas la seule chose à faire. Et donc, voilà, chacun fait ce qui lui semble le plus pertinent, etc. Et nous, on estime que c'est une des choses pertinentes à faire. Ce qui n'empêche pas de cultiver son jardin, de développer des réseaux locaux de résilience, d'aller taper à la porte des élus locaux pour améliorer les choses. Enfin, voilà, le panel des choses à faire est immense. Voilà. Maintenant, je ne prétends pas savoir comment on va faire pour sortir de la crise climatique. On fait des campagnes là-dessus, mais ce n'est pas sûr que ça suffise. Eh bien, nickel, merci. Désolé pour les autres, si vous avez aussi des questions, peut-être qu'on aura un petit peu de temps de bavardage à la fin. Mais du coup, on va passer à la suite. On va passer une petite mise en pratique, puisque justement, il y a une campagne qui est un peu en sujet avec l'actualité dont tu vas nous parler, Aurélien, et sur laquelle on va pouvoir s'entraîner aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette campagne que vous lancez aujourd'hui? Ouais, alors je vais retourner en partage d'écran du coup. Ouais, vas-y. Allez, share. Yeah. Indeed. C'est parti. Alors, je voulais ranger celle-là quand même. Donc, dans Agir, quand vous passez la souris dessus, apparaît Action locale. Pourquoi? Et alors, est-ce que tu veux en profiter pour nous envoyer le lien dans le chat éventuellement? Ouais, je vais faire ça. Elle est là. Pour un revenu universel. Hop. Top. Voilà. Donc, du coup, on vous invite toutes et tous à aller sur ce lien, puisque Aurel va nous guider pas à pas sur son écran, mais vous pouvez suivre en même temps sur la page et vous allez pouvoir faire du lobbying citoyen en live, en exclusivité aujourd'hui avec la clique. C'est génial. Vas-y Aurel, je te laisse poursuivre. Donc, pour le trouver sans le lien, plus tard, si vous voulez l'envoyer à des amis, donc c'est sur la page d'accueil, dans le menu, vous passez la souris sur Agir et vous avez pour un revenu universel. Donc, dans cette campagne, alors déjà, il y a une assez longue et relativement complète explication de ce qu'on vous propose. Donc, l'idée, c'est de soutenir l'instauration d'un revenu universel
Alors peut-être qu'une partie des gens savent déjà ce que c'est. Il y a plusieurs définitions, mais en gros, un revenu universel, c'est qu'on vous donne un revenu sans aucune condition. Donc en gros, c'est un revenu distribué à l'ensemble d'une communauté politique, à l'ensemble de ses membres, de la naissance à la mort, sans condition. C'est ça la définition du mouvement français pour le revenu de base. J'espère que je ne me suis pas gouré, sinon ils vont me taper sur le dos. Et du coup, voilà, nous, on aime bien cette notion-là, c'est compatible avec notre charte des valeurs, donc on le défend. Et puis, notre point de départ, donc il y a eu plein d'articles de presse qui sont sortis ces derniers temps, avec un titre qui parlait de revenu universel, mais le contenu n'était pas tout à fait le revenu universel. Parce qu'en fait, il y a une mesure possible qui est très proche, qui s'appelle hélicoptère monnaie. Et donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose deux choses. On propose déjà que l'argent que la Banque centrale va injecter dans le système financier, elle a promis 750 milliards d'euros d'ici la fin de l'année en rachat de titres. Donc en gros, elle va acheter des titres sur les marchés boursiers, enfin sur tous les marchés, pour essayer d'éviter que la bourse se casse la figure et que ça entraîne d'autres conséquences économiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle globalement du quantitative easing. Quand on balance des liquidités fortement dans le système financier pour, soit pour le fluidifier, soit pour améliorer tel ou tel aspect. Et donc, il y a une autre manière, en fait, d'utiliser cet argent. Plutôt que de l'injecter directement sur les marchés financiers, on pourrait tout bêtement la distribuer sur les comptes bancaires des Européens. Et ce n'est pas un truc de gauchiste, c'est Milton Friedman qui l'a imaginé, enfin, c'est pas lui qui l'a imaginé, mais il a popularisé la définition qui est hélicoptère monnaie, enfin la notion. Donc, il disait, supposons un jour qu'un hélicoptère vole au-dessus de cette communauté et largue 1 000 $ en billets depuis le ciel. Évidemment, les membres de la communauté vont s'empresser de récolter les billets. On s'en doute et on ferait pareil. Et donc, il y a un moyen, en fait, de faire du quantitative easing qui est de balancer de l'argent directement sur les comptes en banque et ça stimule la consommation et ça assouplit la machine économique. Et donc, sur les 750 milliards que la Banque centrale européenne va injecter sur les marchés, vous avez un petit schéma que Hugo a fait et qui explique très bien la différence entre le quantitative easing et hélicoptère monnaie. Hugo, que l'on salue d'ailleurs, je crois qu'il est sur le Facebook Live. On peut faire un coucou, Hugo. Et donc, si les 446 millions d'Européens touchaient une fraction des 750 milliards d'euros de la Banque centrale européenne, ça ferait tout de même 1 681 € sur chacun des comptes bancaires, pour chaque personne, ce qui est pas mal, même pour les enfants. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'on n'est pas obligé de faire uniquement ce partage d'argent, parce qu'il y a quand même des petites entreprises à sauver, il y a quand même des services publics à financer, et notamment l'hôpital. Hein, on voit l'utilité aujourd'hui, etc., etc. Mais c'est juste pour se donner un ordre d'idée. Cet argent-là, il pourrait faire beaucoup de bien. Alors, pour un Français ou une Française, c'est presque un mois du salaire médian. Hein, le salaire médian, il doit être à 1 700 ou 1 800 brut. Pour un Polonais, ça commence à faire 3 mois de salaire. Hein. Et pour un Espagnol, 2 mois ou 2 mois et demi. Donc, voilà. Il faut quand même... c'est une sacrée somme. Et puis, au niveau mondial... Donc le G20 a promis, avec tous les plans de relance de chacun des pays du G20, de distribuer 5 000 milliards d'euros dans l'économie mondiale. 5 000 milliards d'euros, ça ferait 643 € pour chacun des 7,8 milliards d'humains sur Terre, y compris les enfants. Donc 643 €, pour un Français, c'est un peu plus que le RSA, mais pour un Indien, c'est plusieurs années de salaire. Donc, c'est relativement conséquent, en fait. Voilà, donc, on défend cette idée-là de pouvoir faire de la monnaie hélicoptère en fait, avec une partie de l'argent de la création monétaire de la Banque centrale et des plans de relance des États. Mais ça ne nous suffit pas parce que ce serait one shot, en fait. Ce serait juste un coup... là, effectivement, on est tous coincés chez nous, on ne peut pas aller bosser pour un tiers de la population, et on va tous toucher de l'argent et ça va être cool. Mais c'est quand même limité, c'est qu'une seule fois. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est un véritable revenu universel, tous les mois, sans condition, de la naissance à la mort,
et au moins égal au seuil de pauvreté. Ça, ce serait cool. Et c'est possible en plus. Et du coup, bah donc le deuxième volet, c'est de demander ça à nos chers députés. Et donc, juste en dessous, donc là, il y a toutes les explications que je viens de vous résumer. Hein. Bon, j'ai dit que c'était très long, c'est pas hyper long. Il y a quelques articles en français, en anglais, si vous voulez compléter. Enfin, voilà. Il y a de la matière pour comprendre le sujet. On pourrait faire une vidéo explicative. Peut-être ce sera cette vidéo-là, je ne sais pas. Et donc, première action que vous pouvez réaliser dès maintenant, tout de suite, et on lance la campagne à mon top. Tu veux dire en exclusivité live, là, tout de suite? En exclusivité live internationale. C'est incroyable. Et donc, vous pouvez directement tweeter à la Banque Centrale Européenne et à Madame Christine Lagarde, qui est la patronne de la Banque Centrale Européenne, et qui est française en plus. Vous pouvez tweeter en français, c'est génial. Eh bien, vous pouvez tweeter. On vous a mis un exemple de tweet qui tag la Banque Centrale et Madame Lagarde et qui dit « Merci de prendre en considération la distribution de monnaie hélicoptère dans le plan de relance de la Banque Centrale Européenne, comme le soutient le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. » Et donc, en taguant aussi Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, et Citoyen Lobby, qui est notre compte Twitter. Et en mettant le lien de notre campagne, qu'ils sachent d'où ça vient et que si jamais ils veulent nous contacter, ils puissent, quoi. Voilà, parce que oui, aussi, il y a quand même le secrétaire général des Nations Unies qui a dit que tous ces plans de relance, c'était bien joli de les donner aux entreprises et aux marchés financiers, mais que ce serait bien d'en donner directement aux populations. Donc, c'est quand même un soutien conséquent. Et puis, les États-Unis réfléchissent aussi à distribuer de la monnaie directement à leurs citoyens. Sydney a commencé à le faire le 31 mars, donc l'Australie. Et l'Allemagne, notamment le Land de Berlin et le Brandebourg, a commencé à le faire il y a 2 ou 3 jours. Vous pouvez demander si vous avez des amis en Allemagne qui sont auto-entrepreneurs ou artistes. Ils ont touché 5 000 € sur leur compte bancaire. Donc, en fait, ça existe. C'est déjà en train de se faire. Hein. Donc, c'est pas du tout une blague, cette histoire. Et donc, vous pouvez tweeter à la Banque Centrale Européenne et à Madame Lagarde. Et puis, si vous n'êtes pas trop Twitter, mais plutôt Facebook, eh bien, vous pouvez aussi aller faire la même chose sur Facebook. Donc, soit poster directement sur votre compte à vous en taguant notre page et puis en diffusant le lien de la campagne, ou en allant faire un petit tour sur le Facebook de la Banque Centrale ou sur celui de Madame Lagarde et en allant faire des commentaires, parce que vous ne pouvez pas forcément publier un post directement, mais vous pouvez aller mettre des petits messages dans les commentaires. Donc, ça ne passe pas tout à fait inaperçu au bout d'un moment. Et pour les plus motivés d'entre vous, en dessous, si vous cliquez sur le petit bouton en dessous, là, vous avez accès directement au téléphone de la Banque Centrale Européenne. Et donc, c'est l'endroit où vous pouvez leur demander des infos et savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la monnaie hélicoptère. Est-ce qu'ils vont faire de la monnaie hélicoptère avec les 750 milliards d'euros ? Et demander quelle est la position officielle de la Banque centrale et de Madame Lagarde sur le sujet. Sachant que ça ne vient pas tout à fait de nulle part et que l'ancien patron de la BCE, Mario Draghi, en avait parlé dans une conférence en 2016, je crois. C'est Elsa qui nous donnait cette info-là. Donc, voilà, ils sont censés être au courant que ça existe la monnaie hélicoptère et que ce n'est pas une idiotie. Hein. Un de leurs anciens patrons a dit qu'il étudiait la question. Donc, si vous voulez aussi les démarcher par téléphone, ça se fait. Notamment, il y a le standard téléphonique, mais vous pouvez aussi solliciter la cellule média qui peut vous répondre sur quelle est la position officielle sur hélicoptère monnaie. Alors, ils vous diront certainement on ne sait pas ou on n'est pas au courant, ou voilà. Mais c'est pas grave, si vous êtes 10 à les appeler tous les jours, ils vont finir par être obligés d'avoir une réponse. Voilà. Justement, je pense que tu es en train de répondre à une des questions de Christine qui demandait s'il fallait obligatoirement avoir un compte Twitter ou Facebook. Donc du coup, là, tu es en train de nous montrer une alternative si on ne veut pas le faire sur Twitter ou Facebook. Tout à fait. Alors, vous pouvez envoyer des mails aussi. Hein. Si vous ne sentez pas de téléphoner, vous pouvez tout à fait envoyer des mails à la Banque centrale. Et normalement, même en français, elle est obligée de vous répondre, mais je ne garantis pas. Si vous pouvez faire en français et en anglais, vous êtes plus sûr que vous aurez une réponse plus rapidement. Mais sinon, en français, vous pouvez essayer et avoir une réponse. Parce qu'il me semble que le français, l'anglais et l'allemand sont des langues officielles de l'Union européenne, mais je ne suis plus très sûr de moi. Il y avait une question aussi qui était intéressante, qui était d'où vient cet argent ?
Ça me paraît dingue, cet argent, d'où vient-il, Carole? En fait, c'est la création monétaire. Alors, on ne va pas faire un cours là-dessus, mais je pourrais vous donner des liens là-dessus. En fait, la monnaie est créée par les banques centrales, et donc, voilà, le rôle des banques centrales, c'est de ne pas créer trop de monnaie pour faire de l'inflation, de ne pas en créer pas assez pour ne pas faire de la déflation. Voilà. Bon, en gros, la banque centrale, elle régule les marchés et elle régule la valeur de la monnaie, et c'est un de ses rôles, et notamment en créant de la monnaie. Donc Alors, là, il y avait une question de Mathieu aussi. milliards. Excuse-moi, il y avait une question de Mathieu. Pourquoi ne pas cibler ces aides aux personnes qui en ont le plus besoin? Alors, parce que le revenu universel, ce n'est pas une aide, en fait. C'est un droit. C'est l'idée qu'on établit un nouveau droit, qui est un droit à l'existence, un droit à vivre décemment, voilà. Ce qui peut être un marqueur de civilisation tout à fait normal, d'avoir le droit d'avoir suffisamment d'argent pour manger, pour se loger, pour se vêtir, etc. C'est même le préambule de 1946 de la Constitution. Sachant que, Mathieu, en fait, on cible déjà des aides pour les plus pauvres, notamment le RSA, et que la moitié des gens qui y ont droit ne le réclament pas. Qu'on cible des aides pour les plus pauvres et que pourtant, il y a toujours plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vivent dans la rue. Donc, c'est que finalement, cibler des aides, ça ne fonctionne pas. Le meilleur moyen d'aider les gens, c'est de leur donner de l'argent sans aucune condition. Et il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, ils savent très bien comment utiliser l'argent. C'est ce qu'ont prouvé les expériences de revenus de base qui ont été menées. Donc, il y a le Canada, les États-Unis, la Namibie. Enfin, il y a plein d'expériences de revenus de base qui ont démontré qu'en fait, quand on fait confiance aux gens et qu'on leur donne de l'argent, en fait, ça améliore les choses quoi qu'il arrive. Merci pour ta réponse. Une autre question, parce qu'après, il y a le deuxième volet de la... Pardon, j'ai coupé la parole à quelqu'un. Ouais, non, je te disais merci d'avoir répondu à ma question. Mais c'était pas tant sur le fait de cibler les aides aux gens qui en ont le plus besoin, mais c'est surtout, est-ce que si on donne cet argent à tout le monde, mais il y a des gens qui n'en ont pas forcément besoin, du coup, est-ce que ce serait pas mieux de donner plus aux gens qui ont besoin? Je suis d'accord sur le fait qu'il ne faille pas faire quelque chose que les gens doivent réclamer, que ce soit automatiquement donné. Mais je sais pas, les gens qui gagnent plus de 5 ou 10 000 euros par mois, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir cet argent. Du coup, ça permettrait de donner plus à d'autres gens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais sauf que ça ne fonctionne pas. À partir du moment où tu mets des conditions, en fait, tu exclus des gens et donc ça ne fonctionne pas. Et tu es obligé d'avoir des fonctionnaires pour contrôler que tu réponds à des conditions, etc. etc. Alors qu'en fait, si tu le donnes à tout le monde, ensuite, il suffit d'être assez bon pour récupérer les impôts. Un truc que certains gouvernements ont du mal à faire, mais en soi, on peut lutter contre l'évasion fiscale, on peut récupérer les impôts, on peut lutter contre le secret bancaire, etc. Ça se fait très bien, chaque fois qu'on donne un peu de volonté politique. Et donc, tu peux filer de l'argent à tout le monde. Simplement, ceux qui sont les plus riches, ils leur paieront en impôts d'une manière ou d'une autre à un moment. Donc, c'est pas très grave. Par contre, les plus pauvres, ils n'ont pas à le réclamer, c'est un droit. On leur donne sur leur compte bancaire, ils ne peuvent pas le refuser, ils n'ont pas à avoir honte, ils n'ont pas... Enfin, voilà. Et en plus, c'est égalitaire, tout le monde le reçoit, et ensuite, si tu gagnes plus d'argent, tu payeras plus, ce qui est normal. Et ça évite d'avoir à devoir entretenir une armada de fonctionnaires pour aller contrôler les gens. Enfin, je veux dire, contrôler les gens pour savoir... des gens qui sont déjà pauvres, en plus. Enfin, c'est complètement absurde. Moi, je veux qu'on aille contrôler les riches, pas qu'on aille contrôler les pauvres. C'est plutôt ça qu'il faudrait faire, c'est empêcher les gens qui ont beaucoup d'argent de placer aux îles Caïmans ou je sais pas où pour qu'ils ne payent pas d'impôts. C'est ça, c'est ça. Et donc, que tous nos fonctionnaires qui s'occupent de savoir si les pauvres sont assez pauvres pour avoir des aides, qu'on les redirige vers aller contrôler les riches pour savoir si vraiment ils paient tous les impôts qu'ils devraient. Je pense qu'on va organiser un autre événement du coup sur la fraude fiscale très bientôt. Vous avez des... Comme il est 19h30, s'il y en a qui avaient pour projet d'aller manger, etc., je vous présente la deuxième partie de campagne. Ouais, on peut revenir aux questions plus tard éventuellement pour ceux qui peuvent rester bavarder. Mais donc du coup, vas-y Aurélien, montre-nous un peu, parce que là tu nous as montré du coup Facebook, Twitter, ou appeler ou email directement à la Banque centrale. Je crois qu'il y a un autre mode d'action que vous avez bien simplifié. C'est le volet européen, le volet hélicoptère monnaie de la campagne. Il y a un deuxième volet qui est le volet français. C'est que maintenant qu'on a demandé que l'argent n'est pas sur les marchés financiers, qu'il aille sur nos comptes bancaires, on peut faire pareil au niveau français. Et donc écrire à nos députés, alors pas n'importe lesquels et pas n'importe comment.
Alors, le pas n'importe comment, c'est lobbying, mode d'emploi. J'étais sur la page tout à l'heure, donc il y a, pareil, des petites étiquettes qui vous expliquent rapidement comment on fait pour appeler un député, pour écrire un mail correct à un député, etc., ou un sénateur ou une sénatrice. Et là, l'idée, votre objectif dans ce mail, ça va être de les convaincre qu'il faut un revenu de base d'urgence. Donc, filez-nous de la thune tout de suite, parce qu'on en a besoin, on ne peut plus aller bosser, on va crever la gueule ouverte, tout ça. Donc, donnez-nous des sous, rendez l'argent. Et c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il faut que ça dure dans le temps et que ce revenu universel, il ne doit pas servir qu'en cas d'urgence, il doit être instauré ad vitam aeternam pour tout le monde. Donc ça, c'est votre deuxième challenge en écrivant le mail. Et je vous ai mis un petit lien donc, pour vous dire qu'il y a plein d'arguments. Et donc ce petit lien, il vous renvoie sur le site du MFRB où il y a énormément d'infos sur tous les bienfaits et toutes les manières de financer un revenu de base qui existe, etc. Et ensuite, vous avez le petit formulaire qu'on a travaillé, où vous pouvez mettre votre nom, votre adresse mail. Ensuite, vous avez le choix du député, du ou de la députée. Alors, ils n'y sont pas tous parce qu'il y a 577 députés et que ça ne sert à rien de viser les 577. Alors, vous avez quand même accès aux 577 en cliquant sur la carte, là. Il y a un petit lien avec la carte et vous pouvez trouver le député autour de chez vous qui vous correspond géographiquement. Mais nous, on a choisi de cibler ceux qui font partie de la mission d'information sur la gestion de l'épidémie Covid-19 qui a été lancée hier. Et donc, c'est eux qui sont censés trouver les solutions à la crise de l'épidémie, mais aussi des suites de l'épidémie. Et donc, dedans, il y a des chefs de groupe politiques, etc. Donc, voilà, ils sont moins nombreux, mais ils sont vachement intéressants. Et donc, si vous cliquez sur le menu déroulant, vous avez accès à tout un tas de députés. Donc, par exemple, est-ce qu'il y en a que vous connaissez? Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous le connaissez. Richard Ferrand, La République En Marche, vous connaissez. Il y en a des connus quand même. Ils ne sont pas tous connus. Il faut écrire à ceux qui ne sont pas connus aussi. Ils sont contents des fois quand on leur écrit. Bertrand Pancher, pour ça, il y en a quelques. Éric Woerth, vous connaissez Éric Woerth? Il était ministre de l'économie en plus, sous Sarko. Il y a moyen de lui parler de revenu de base à lui. Bon, voilà. Donc, il y en a une petite trentaine, une quarantaine. Et donc, vous en sélectionnez un ou une. Ensuite, vous choisissez un sujet. Donc, je vous ai mis 2 exemples de sujets. Vous pouvez en choisir d'autres. Et puis ensuite, vous écrivez votre message. Et avec votre message, nous, on va ajouter automatiquement à tous les mails, enfin, ça s'ajoute automatiquement à tous les mails, ce qu'il y a en dessous, là, à savoir un tout petit argumentaire avec les liens vers quelques articles de presse et une petite phrase pour dire que ce serait quand même super d'établir un revenu de base pérenne, etc. Et le lien vers les solutions proposées par le MFRB. Et puis, n'oubliez pas à la fin de cocher la petite croix qui dit qu'on a le droit de vous envoyer notre newsletter. Et ensuite, vous cliquez sur « Envoyer » et ça envoie. Petit point de précision, j'imagine qu'on choisit les députés en fonction de là où on habite? Non, alors c'est pas obligatoire. En fait, ils ont tendance à l'oublier, mais chaque député représente l'ensemble de la nation. Donc, il ne représente pas son département, sa circonscription ou ses électeurs. Il représente toute la nation. Donc, vous pouvez choisir n'importe lequel, de gauche, de droite, du centre, de l'est, de l'ouest, du sud ou du nord. Ils sont tous à votre service, en fait. Okay. Et en plus, vous savez quoi? C'est nous qui les payons. Donc, en plus, ils sont réellement à notre service. Ce sont nos employés, si on veut pousser un peu la chose. Donc, vous êtes tout à fait légitime pour leur écrire. Vous avez le droit de leur écrire. Et en plus de ça, ils ont le devoir de vous répondre. Parce que c'est vous qui les payez. C'est ça qui est bien. On a tendance à l'oublier, ça. Et alors, il y a une autre question de Sarah qui demande, doit-on cibler les députés qui ont des idées déjà proches de celles défendues ou doit-on viser large? Alors, si tu veux pousser la réflexion, tu peux essayer de savoir quels sont ses centres d'intérêt et quels sont les arguments qui vont porter en fonction de son groupe politique, etc. etc. Sinon, il y a un truc qui marche bien, c'est la sincérité. Tu dis ce que tu as sur le cœur et tu vois bien ce qu'il ou elle te répond. Mais voilà. Donc, chacun fait vraiment comme il sent.
Moi, je dis juste, dites qui vous êtes, nom, prénom, éventuellement votre commune, qui sache vous situer, ou alors ce qui vous rattache à eux. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire à celui-là et pas à un autre, ou à celle-là et pas à une autre. Et puis d'être poli, parce que ça marche bien, d'être poli. Et voilà, c'est tout. Après, ils vous répondent ou ils vous répondent pas, vous verrez bien. Vous pouvez même laisser votre numéro de téléphone. Il y en a qui rappellent. J'ai déjà vu ça, parfois assez rapidement d'ailleurs. Petite conversation avec ces députés, ça doit être intéressant. Ouais, c'est sympa. Et alors, il y a une question d'Emeric, je me posais la même d'ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas tous les mettre en copie cachée, genre CCI ou Non, l'ACC? ce qui marche bien, c'est de personnaliser. C'est justement ça qui différencie des mails automatiques envoyés par des pétitions. Ce qui est efficace, c'est que c'est vous qui leur écrivez. S'ils vous répondent, c'est à vous qui vont répondre. C'est pas à nous. Et l'objet, c'est vous qui l'avez mis, donc c'est pas filtrable par un moteur anti-spam. Et le contenu du mail, pareil, c'est vous qui allez le mettre, et donc c'est pas filtrable par un filtre anti-spam. Donc c'est beaucoup plus efficace en fait d'écrire à un seul à la fois, parce qu'on avait la possibilité dans le menu déroulant d'autoriser que vous en choisissiez plusieurs. Et en fait, si vraiment vous voulez écrire la même chose à plusieurs, vous faites un copier-coller, vous remplissez 3 fois le formulaire, il n'y a pas de verrouillage. Mais l'idée, c'est de personnaliser au maximum en disant « Bonjour, monsieur machin, bonjour, madame machin. Je vous écris pour telle et telle raison. Dans l'attente de votre réponse, bien cordialement, bisous. » quoi. Et généralement, ça fonctionne bien. Le bien cordialement, bisous est vachement important. C'est ce que j'avais demandé, j'allais rebondir là-dessus. Non, mais super. Alors, je vois l'heure qui avance. Donc, je vois que tu nous as présenté tous ces moyens d'action. Je ne sais pas si certains ou certaines ont eu le temps, voire l'audace de le faire en live, d'envoyer un petit tweet ou un petit message Facebook. En tout cas, n'hésitez pas à garder ce lien. On va vous le renvoyer, mais normalement, vous avez la page d'ouverte ici. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps après cet événement pour constituer votre message et écrire à votre député. Ouais, merci Aurèle, j'allais te demander d'arrêter le partage. Mais donc, du coup, on avait dit 19h30, il est 39, on a un petit peu débordé. Pour celles et ceux qui veulent rester, on peut continuer à bavarder un petit peu, mais pour celles et ceux qui doivent aller dîner ou qui ont des obligations, il n'y a aucun souci. Et donc, du coup, on vous remercie beaucoup d'avoir été là. On te remercie beaucoup, Aurèle, d'avoir été là aussi avec ton magnifique chapeau et nous avoir fait cette petite initiation. Si vous voulez. Ouais, j'espère que tu restes avec nous. J'espère que tu as ton vapeau pour faire l'effet cigare. Donc, du coup, merci à toutes et tous. Donc, cet événement faisait partie de la Make Sense TV, qui est comme la télé, mais en mieux, sans les bullshit. L'idée, c'est de diffuser du sens plutôt que des virus. N'hésitez pas à aller regarder toute la programmation de la Make Sense TV. L'idée, c'est d'avoir tout un tas d'événements qui ont du sens, que ce soit des ateliers, des formations, des talks, des ciné-débats, etc. Vous pouvez même proposer vos propres idées de programme ou d'intervenants. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ça. On vous fera aussi parvenir tous les liens vers la clique, vers la bascule, etc. Donc, restez accrochés à vos ordis. Une très bonne soirée à ceux qui doivent y aller. Un bon confinement, gardez la pêche et à très bientôt. Et puis, gros bisous, comme disait Aurèle. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et donc, du coup, pour celles et ceux qui veulent et peuvent rester un petit peu. Salut tout le monde, merci. Ciao, ciao, Mathieu. Bisous. Salut, Aurèle. Salut. Et alors, est-ce qu'il y en a qui restent, qui veulent continuer à poser quelques questions? N'hésitez pas à les taper dans le chat. Si on est moins nombreux, parce que là, je vois qu'on est que 10, vous pouvez même activer votre micro. Là, c'est la partie un peu plus informelle où on peut chatter un petit peu. Et puis, dès que vous en aurez tous marre, on arrêtera. Enfin. Enfin. Trop cool. Du coup, juste pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai juste une question. Est-ce que vous avez une campagne sur l'évasion fiscale en ce moment ou pas? Est-ce qu'on a une campagne sur l'évasion fiscale? C'est ça la question? Yes. Ouais. Non, pour le moment, on n'a pas de campagne sur l'évasion fiscale. Et clairement, si tu as envie de t'atteler à ce sujet-là parce qu'il te plaît, je veux bien t'aider. Et il y aura sûrement d'autres gens aussi pour t'aider avec nous. Ça peut être très intéressant de développer ce type de campagne. Moi, je suis pour. Ok, super. Ouais, carrément. Pourquoi pas. Alors, tu peux envoyer un petit mail
aurélien@lobby-citoyen.org ou contact@lobby-citoyen.org. Comme ça, on est en lien par mail au minimum, ou sur Facebook, ou comme tu veux. Tu choisis ce que tu veux comme moyen de contact. Ça marche. Ok, trop bien. Merci Aurélien, merci d'avoir organisé ce truc. Je dois y aller, mais à une prochaine du coup. Avec plaisir. Eh bien, super, merci à toi d'avoir été là. On a un gros merci de Elsa dans le chat. Et tip top le chapeau. Ah non, tip top chapeau bas, ok, pardon. J'ai cru que c'était déjà un compliment pour le Message chapeau. Facebook BCE, et elle partagera largement. Super, c'est trop cool, merci. Bon, ben génial. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête là? Sachant que vous pouvez bien entendu envoyer plein de questions à Aurel, que ce soit par la page Facebook ou par son adresse mail. Ouais, moi j'ai une question, Aurel. Du coup, autant sur la partie française, on part sur une revendication d'un revenu universel à pérenniser dans le temps, autant sur l'aspect européen, c'est un one-shot? Au niveau européen, ouais, c'est un one-shot jusqu'à la prochaine fois où la BCE fait du quantitative easing. En fait, depuis 2015, il me semble, la BCE a distribué chaque année, non pas chaque année, mais plus de 1500 milliards d'euros. Donc c'est entre 2015 et 2018, plus de 1500 milliards d'euros de quantitative easing. Et donc ça faisait 3000 euros en fait si on l'avait distribué sur les comptes bancaires des Européens. Donc je sais pas, moi je n'aurais pas craché sur 3000 euros, puis je pense qu'un Polonais non plus. Ah ouais. Ok. Bon. Top. Et ben je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Ouais. Je vais aussi mettre, donc j'ai mis ton adresse email sur le Facebook Live, comme ça les gens pourront t'envoyer des messages très tard la nuit. Du coup, merci aux quelques-uns ou quelques-unes qui restent. Merci encore une fois infiniment Aurel d'avoir fait cette petite initiation au lobbying citoyen avec nous. Tu nous tiendras au courant de l'avancement de cette campagne et on va aussi la suivre de près et on va toutes et tous aller tweeter. Vous êtes responsable aussi de sa réussite en la partageant sur les réseaux sociaux. C'est clair. Donc n'hésitez pas à la partager. Et écoute, merci encore. On te souhaite une très très bonne soirée, Aurel. Merci une bonne beaucoup, soirée Philippe, à toutes pour et tous. l'organisation de tout ça. Un grand plaisir, avec plaisir, et à très bientôt. À très bientôt. Salut. Ciao, ciao.